Chers amis, bonjour. En l'absence de Nathalie Beaulieu, la directrice de notre école, c'est moi aujourd'hui qui introduis. Et je suis extrêmement heureux de vous parler d'une conférence qui va aborder le jeu vidéo et en quoi le jeu vidéo va interférer avec la santé. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup plus de liens que ce qu'on peut attendre. Et Yves Jacquier, qui est le directeur exécutif au niveau d'Ubisoft, en particulier au niveau d'Ubisoft de la Forge, il va vous expliquer ce qu'est la Forge, va venir nous expliquer à nous tous comment les jeux vidéo et la santé, avec l'intelligence artificielle, vont pouvoir s'articuler. Et je suis aussi très heureux d'annoncer que nous avons maintenant entre l'EIAS et Ubisoft signé une entente de collaboration pour un partenariat durable et fructueux. Alors Yves, merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Merci, Dr Brunet. Écoutez, merci beaucoup. Je suis assez impressionné d'être ici. Je m'appelle donc Yves Jacquier et puis je suis en charge de ce qu'on appelle les studios de services de production chez Ubisoft, en particulier le Ubisoft La Forge, qui est notre département de R&D. Puis ce que je vais essayer de vous expliquer pendant les prochaines 40 minutes, c'est de vous montrer en fait tout le cheminement qu'il y a eu chez Ubisoft autour de l'intelligence artificielle et autour des changements profonds que ça impacte, les impacts que ça a eu dans le jeu vidéo et chez Ubisoft, dans nos manières de travailler, mais aussi beaucoup de parallèles potentiellement avec votre réalité, et puis peut-être dedans quelques idées que vous pourrez récupérer ici ou là. On va commencer par quelque chose de très simple. Est-ce que vous savez que l'intelligence artificielle et les jeux vidéo sont nés pratiquement en même temps? Et est-ce que vous savez qu'on fête un anniversaire spécial? Les deux, cette année, ont environ 70 ans. En 1948, Alan Turing a écrit un article sur les machines intelligentes. Ça s'appelait Intelligent Machinery, qui est à la base des principes du machine learning. Le fil rouge de Turing, c'est une analogie avec le cerveau humain. Turing souligne qu'une éducation appropriée est la fondation de l'intelligence humaine et il décrit des exemples de dispositifs simples qui apprennent au travers de récompenses et de punitions. Toujours il y a 70 ans, cette expérience académique-là est considérée comme le premier jeu vidéo de l'histoire. C'est entièrement analogique, aucune ligne de code, aucune IA n'a été nécessaire pour créer un jeu balistique qui rappelle vaguement un jeu de tennis. On parle d'intelligence artificielle, mais il est toujours important de définir ensemble de quoi on parle vraiment quand on parle d'intelligence artificielle. Parce que l'IA, de manière générale, ça représente les concepts de machines qui peuvent apprendre, raisonner et agir pour elles-mêmes. Le machine learning, c'est un sous-ensemble. C'est des programmes qui utilisent des statistiques pour trouver des structures dans des très grandes quantités de données et utiliser ces structures pour créer des prédictions quand on va montrer de nouvelles données. Je vais montrer un exemple tout à l'heure. Et le deep learning, l'apprentissage profond, qui est vraiment la chose nouvelle, c'est un petit peu le machine learning sous stéroïdes. L'objectif, c'est de décomposer l'analyse de données complexes, comme par exemple des images, en plusieurs couches qu'on dit profondes, d'où le nom deep learning. On entend souvent parler de l'aspect disruptif de l'intelligence artificielle un petit peu partout, mais en réalité, c'est de l'apprentissage profond qu'il s'agit. Puis il y a un énorme battage qui entoure le deep learning, et sa nature exploratoire fait en sorte qu'on vit des moments d'excitation excessive, suivis de déceptions qui sont tout autant excessives. Ubisoft fait des jeux depuis des dizaines d'années et l'intelligence artificielle est au cœur de nos processus de production, soit pour créer les jeux, soit ensuite pour créer l'interaction directement avec nos joueurs. Alors pourquoi est-ce qu'on est ici pour parler d'intelligence artificielle? Pourquoi est-ce que les gens parlent comme quelque chose de nouveau, révolutionnaire, pour différents domaines, incluant le nôtre? Je vais commencer par un indice. Je vais vous montrer comment on faisait les cinématiques d'Assassin's Creed Origins, qui est un jeu qui est sorti il y a 2 ans. Come here. I found a hyena cave. A real one, yeah.
Go ahead. You're gonna love it. There's like 16 hyenas. It's so dark and scary. Well, you know what? I'd rather go home with my papa. You always get too scared. Hey. Let's go on a real hunt. Huh? Come. Comme vous pouvez le voir, ça nécessite beaucoup de données et de nombreuses personnes qui proviennent de nombreux métiers. Et puis des telles méthodes sont chères, peu flexibles. Par exemple, si vous voulez faire un réenregistrement des corrections, ça nécessite beaucoup d'efforts pour rappeler tout le monde. Est-ce que l'intelligence artificielle peut avoir un impact profond dans nos manières de travailler? Le mieux, c'est de poser la question à quelqu'un qui a été profondément impacté par le deep learning l'année dernière. Bayek, peux-tu nous dire à quel point l'intelligence artificielle a le potentiel de révolutionner toutes nos manières de faire? Hello, everyone. Creating in-game cinematics requires many skilled professionals such as motion capture, animation, and dialogue experts. 1 year ago, it would have involved hours of manual work to record and animate this dialogue. Now, what if I told you that everything about me is driven by artificial intelligence? My voice has been generated from a simple text file, which then drives my lips animation. It's totally automatic, takes just a few minutes, and soon will work in real time. And the best thing, it works in any language. Par exemple, je parle le français avec un accent canadien. I'm not sure what the limits are, but it gives you an idea of the incoming magnitude of changes for many professions involved in video games, such as animation and dialogue experts. C'est un exemple qui a 6 mois. Assassin's Creed. Assassin's Creed est une marque reconnue pour la qualité de ses mondes ouverts. Et dans de tels jeux, la diversité est importante. Mais cependant, la taille et la richesse des interactions dans nos mondes nécessitent des compromis technologiques. Par exemple, si vous regardez les personnages à l'écran, pas le personnage principal, mais les foules, ils ont l'impression de marcher sur des rails, si vous y prêtez attention. La question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on peut créer des animations plus diversifiées, plus organiques, tout en simplifiant nos processus de production et d'opération? Plutôt que de créer des données en avance, peut-être pourrions-nous générer une animation de déplacement en temps réel à partir d'un contexte de haut niveau. Ceci est un exemple d'animation générée procéduralement à partir de données. En d'autres termes, un système qui génère l'animation de déplacement en temps réel. Au lieu de créer des petits bouts d'animation et des règles pour les jouer, l'intelligence artificielle décide quoi faire à partir de l'ensemble des données. Ça nécessite moins d'efforts de production, mais aussi une plus grande impression de fluidité et de réalisme pour le joueur. Dans le prochain exemple, je vais vous demander de prêter attention au personnage qui essaye de s'asseoir. Traditionnellement, on passe d'un système qui régit le déplacement des personnages à un autre système qui régit leur comportement en station assise, pour que vous ayez l'impression d'attendre. Mais les transitions entre les différents systèmes sont compliquées à gérer. Ça conduit à des animations qui manquent de naturel. Et si on pouvait conserver le même système d'animation sans se préoccuper des transitions? Dans cet exemple, le même système que tout à l'heure génère des animations qui sont plus crédibles dans tous les contextes en temps réel. Il n'y a plus besoin de dire au système comment le personnage doit s'asseoir selon la position de la chaise. Et le système le détermine tout seul, en temps réel. On s'amuse avec nos personnages. Vous le voyez, ça a une implication profonde dans nos manières de travailler. Pour comprendre le nouveau potentiel technologique des jeux vidéo et de l'IA et comprendre en quoi ils peuvent servir à faire autre chose que des jeux vidéo, il est important de comprendre leur contexte. Et en particulier, comment chaque discipline a évolué depuis 70 ans en utilisant l'autre, et la proximité qu'elles ont développée dans le temps. Quelques définitions encore d'abord. Le jeu, qu'est-ce que c'est que le jeu? C'est un outil de développement de compétences. Les enfants apprennent énormément par le jeu.
d'abord en alignant des formes et des couleurs, puis la pensée tactique et même à socialiser. L'intelligence artificielle, ça vise à permettre, ça marche mieux, ça vise à permettre à des machines de prendre des décisions de qualité humaine. Les jeux, et par extension les jeux vidéo, représentent donc un formidable outil pour comparer la qualité de décision d'une machine à la qualité de décision d'un algorithme versus un humain. La recherche est pavée de résultats qui vont dans ce sens-là. Vous vous souvenez tous, il y a 22 ans maintenant, du match Kasparov contre Deep Blue, match d'échecs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pendant 70 ans, les jeux ont servi de référence pour l'intelligence artificielle. Maintenant, quand je regarde les jeux vidéo, eux aussi ont évolué. À gauche, vous pouvez voir comment on faisait une course de voiture il y a 20 ans. C'est un circuit fermé et la ville est simplement là pour servir de décor. À droite, 20 ans plus tard, la course n'est qu'une des activités possibles dans une ville qui a été entièrement modélisée. La ville permet des interactions riches. C'est rempli de nombreux personnages différents, de nombreux véhicules différents. Et tous ces changements-là ont été rendus possibles grâce à l'évolution des technologies. Et l'intelligence artificielle a contribué à un grand nombre de ces outils et technologies. Donc, dans l'histoire de leur cheminement, les deux disciplines ont connu des chemins emmêlés, mais après 7 décennies d'influence mutuelle, on pense que chacune a atteint un nouveau stade. C'est désormais le bon moment pour réinventer cette relation. La discipline qui a évolué exponentiellement ces dernières années, c'est l'apprentissage machine, ou ce qu'on appelle en anglais machine learning. Je vais essayer de résumer les contextes de base. Les concepts de base, il n'y a rien de technique. Le but est de comprendre l'approche qui est motivée par l'utilisation de ces données pour comprendre l'impact de ces changements sur chacun de nos métiers. Chacun d'entre nous est concerné par ça. J'aimerais juste savoir, pour voir combien de temps je passe sur cette section, combien de vous sont déjà familiers avec les principes du machine learning? Le cauchemar du conférencier, la moitié de la salle. Donc, écoutez, pour ceux qui sont déjà familiers, je vais vous demander de faire preuve de patience avec moi, mais je pense que c'est important qu'on ait tous à peu près la même compréhension des impacts profonds que ça a sur chacun de nos métiers. Voici un problème de prédiction très simple. Si je vous demande la valeur de f, votre cerveau va d'abord analyser les données, puis les décomposer pour généraliser une approximation. C'est ce qu'on appelle l'étape de généralisation. Ensuite, votre cerveau va extrapoler. C'est l'étape de prédiction. Cet exemple très simple illustre 2 concepts très importants. Le premier, c'est le principe des données d'entraînement, ce qu'on appelle aussi un dataset. Qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de données qui est là pour illustrer un comportement souhaité. La deuxième chose, c'est un algorithme d'apprentissage qui utilise ce dataset, ces données, pour créer une fonction qui permet ensuite de généraliser à de nouvelles entrées. C'est exactement ce que fait le machine learning. On ne va pas se le cacher, c'est pour des problèmes un tout petit peu plus compliqués que de tracer une ligne droite. Ça nécessite 3 ingrédients importants. Le premier, c'est ce qu'on appelle le dataset, l'ensemble de données de départ. Ça nécessite ensuite un réseau de neurones. Le réseau de neurones, c'est une fonction de transformation entre l'entrée et la sortie. Techniquement, c'est un ensemble de matrices, pour ceux qui aiment les maths. Et ça nécessite aussi des algorithmes d'apprentissage qui paramètrent cette fonction de transformation. En d'autres termes, on va viser à remplir la matrice. Le dataset est utilisé pour montrer des exemples d'entrée-sortie au réseau de neurones. L'algorithme, ensuite, mesure la différence entre la sortie du réseau et le résultat qu'on vise, c'est-à-dire la vérité vraie. Ce processus est bien sûr itératif, avec une boucle qui peut prendre quelques heures d'entraînement, voire des jours et même des semaines. À partir de cet exemple,
L'algorithme, au final, va fixer le poids des neurones, c'est-à-dire finalement remplir la matrice, ce qui revient à paramétrer un réseau de neurones. On peut donc dire que la machine apprend à partir d'exemples. Et le réseau de neurones est ensuite prêt à généraliser selon un modèle prédictif. Une nouvelle entrée génère un résultat. Comme le machine learning fait une approximation de la vérité à partir des données qu'on lui a montrées, le résultat est toujours accompagné de statistiques qui représentent un niveau de confiance ou de fiabilité du résultat. Les applications simples, à partir de données relativement simples, sont utilisées depuis très longtemps. Par exemple, la reconnaissance d'écriture manuelle des codes postaux, c'est utilisé depuis les années 80. Mais que se passe-t-il maintenant lorsqu'on veut utiliser ces techniques sur des données beaucoup plus complexes, des images, de l'audio? On veut même parfois s'attaquer aux plus gros problèmes selon Internet, c'est-à-dire reconnaître des photos de petits chats. Le principe est le même, mais les modèles d'extraction ou de généralisation sont différents. L'idée principale, c'est de décomposer des données complexes en différentes étapes pour extraire des caractéristiques. Comme ça se fait en plusieurs couches, on appelle ça de l'apprentissage profond, donc du deep learning. Les principes mathématiques, et ça c'est intéressant, tous ces principes mathématiques ne sont pas nouveaux. Ça date de plusieurs décennies. Par contre, les premiers résultats applicables du deep learning datent de 2010. L'élément manquant était essentiellement la capacité de calcul. Ça fonctionne exactement de la même manière. L'algorithme extrait des éléments caractéristiques dans les données et ensuite remplit les différentes couches de neurones. Et chaque couche représente une étape dans l'extraction de ces éléments caractéristiques. Quand on présente ensuite au réseau une nouvelle image, celui-ci prédit si c'est un chat ou non en extrayant les caractéristiques de l'image. C'est pour ça qu'on dit que c'est une approche orientée sur l'apprentissage de modèles de données. Au lieu d'implanter des comportements, s'il se passe ça, alors fais ça, on se concentre sur des données qui représentent au mieux le comportement souhaité. Puisque ces systèmes font toujours une prédiction lorsqu'on leur présente de nouvelles données, il devient primordial que ces données soient représentatives de l'usage qu'on vise. Sinon, ça va entraîner des résultats inattendus. On parle aussi de biais dans les données. Je vais prendre un exemple amusant. Si le réseau de neurones apprend à partir d'images de canards et de castors, le jour où vous lui montrez un ornithorynque, ça va générer des résultats inattendus. Ça, c'est un résultat amusant. Maintenant, pensez à la population. Pensez à la diversité dans la population. Et imaginez l'utilisation des données pour traiter un certain nombre de cas. Là, ça ne devient pas si simple de savoir si on a un biais. Et c'est tout l'art de la chose. Nous, en tant que développeurs de jeux vidéo, et puis je pense que dans vos métiers, c'est à peu près la même chose, nous avons énormément de données qui sont à la fois très complexes et très riches. Nous avons des sons, des animations, des textures. Ça signifie qu'on a beaucoup de données qui sont intéressantes pour des applications d'apprentissage profond, mais aussi de nombreuses applications utiles pour notre activité, comme la classification de contenu. C'est peut-être des choses qui peuvent vous intéresser aussi. La programmation de comportement, mais aussi la génération de contenu. Je vais vous montrer plusieurs exemples ensuite. Maintenant, il y a un autre cas, un cas qu'on n'a pas encore couvert. Données simples, données complexes. Et comment ça se passe quand on n'a pas de données? Nous, on a des simulations, on a nos engins de jeu, et on peut utiliser des algorithmes spécifiques qui s'appellent des algorithmes d'apprentissage par renforcement. Rapidement, comment ça fonctionne? L'idée est très simple. On donne à un agent c'est une intelligence artificielle, un ensemble d'actions possibles, des objectifs et des récompenses lorsque l'agent trouve le moyen d'atteindre ces objectifs. On fixe aussi des punitions lorsque certains résultats non souhaités
surviennent. Ensuite, l'agent essaye de nombreuses choses dans la simulation pour maximiser sa récompense. Après un certain temps d'essais et d'erreurs, l'algorithme trouve la stratégie gagnante. Cette stratégie est utilisée pour paramétrer ensuite le réseau de neurones. On peut voir cette approche comme la création d'un modèle de données qui fait le lien entre des états observés et des actions optimales. Retenez que ce genre de technologie est une bonne manière d'automatiser certains services lorsqu'on n'a pas de données. On utilise une simulation qui va déterminer seule quel est le meilleur chemin à long terme pour s'y rendre. Lorsqu'on présente une nouvelle situation, le réseau de neurones prédit ensuite quelle est la meilleure séquence d'actions à prendre. Bon, j'espère que on a tous maintenant une compréhension commune de ce que signifie de penser un apprentissage à partir du modèle de données. Ce n'est pas juste une affaire de programmeurs, loin de là. Mais c'est vraiment une manière différente de penser nos métiers, nos services, et qui nous force à revoir chacun de nos métiers. Je vais vous donner quelques exemples dans le milieu du jeu vidéo. Les approches traditionnelles demandent beaucoup de programmation. Ça permet un contrôle complet dans un environnement de complexité moyenne. Cependant, c'est difficile à maintenir et à faire évoluer au-delà d'une certaine taille. Inversement, les approches d'apprentissage à partir de modèles de données offrent moins de programmation, mais aussi moins de contrôle. Des quantités gigantesques de données sont traitées par un mélange de maths et d'intuition, ce qui nécessite de jongler en permanence entre des sciences dures et une forme d'alchimie. Par contre, le résultat est significatif, puisque cette approche permet une mise à l'échelle beaucoup plus grande pour des coûts de maintenance qui restent raisonnables. Une nouvelle condition, une nouvelle fonctionnalité, un nouveau cas à prendre en compte ne nécessite que de rajouter de nouvelles données et réentraîner le modèle. Concrètement, au lieu de créer des données et des règles pour traiter ces données, nos métiers se concentrent sur l'utilisation des bonnes données à fournir au système pour qu'il adopte le comportement souhaité. Je vais vous montrer ce que ça veut dire concrètement pour certains de nos métiers et à quel point la transformation est importante. Les concepteurs de voix. Aujourd'hui, un concepteur de voix, c'est quelqu'un qui utilise un script pour enregistrer des acteurs, appliquer des traitements sonores et associer chaque échantillon à une action prédéfinie dans le jeu. En changeant d'approche, ces concepteurs de voix créent des empreintes vocales qui créeront des voix en temps réel basées sur des scripts dynamiques. Les programmeurs, même les programmeurs sont impactés. Traditionnellement, un programme c'est rempli de lignes de code qui sont essentiellement à la base de « si il se passe ça, fais ça, sinon, fais autre chose ». C'est comme ça qu'on programme un comportement souhaité. Avec des approches utilisant les données, le programme va apprendre à partir d'exemples pour générer du code, détecter des bugs potentiels et même prédire des défaillances de service. Tous ces exemples-là sont des exemples sur lesquels on travaille activement chez Ubisoft. Les testeurs. Tester des systèmes, ça requiert de suivre un plan de test détaillé qui documente le comportement normal du système, ou même des techniques comme ce qu'on appelle le smoke test qui vise à évaluer la robustesse d'un système. Mais bientôt, ça va signifier aussi opérer des plateformes automatisées qui génèrent des milliers de scénarios complexes et analyser des statistiques en guise de résultats pour pointer du doigt des comportements atypiques et déterminer ensuite si c'est normal ou pas. J'ai bien dit atypique, je ne parle pas de bug. Voici maintenant quelques exemples qui sont propres à la programmation d'agents dans les jeux eux-mêmes. Créer des mondes vivants avec des véhicules, c'est tout un défi. Imaginez, programmer chaque situation ou exception, c'est difficile. Mais en plus de ça, maintenir ces systèmes
pour ajouter des conditions, des véhicules, des nouvelles conditions météo, ça devient accablant. On peut utiliser l'apprentissage par renforcement. On donne ici à un agent l'accès à un volant, un accélérateur, un frein. On lui donne des récompenses lorsqu'il parvient à suivre une trajectoire et des punitions lorsqu'il s'en éloigne. Le système va développer une stratégie de conduite par essai-erreur et ça sauve du temps de programmation et de maintenance. Par exemple, quand on veut rajouter un nouveau véhicule. Ça fonctionne pour les agents simples, comme des personnages, des véhicules. Ça fonctionne aussi pour des systèmes, ce qu'on appelle multi-agents, comme des foules, des essaims de drones, du trafic. À gauche, vous voyez un système traditionnel qui permet à des agents de suivre un chemin. Dans les deux cas, on leur demande de suivre la diagonale. À gauche, chaque agent optimise sa propre trajectoire. À droite, on a développé un nouveau système qui fonctionne comme une intelligence partagée décentralisée, un peu comme un essaim, une foule. Le résultat est plus fluide et plus crédible dans certains cas d'utilisation. Là, on a entraîné un agent avec un comportement très spécifique, qui est la vitesse de conduite, conduite à haute vitesse, en ville. Ça améliore notre capacité de production, mais au final, ça améliore aussi la qualité du jeu. Tout le monde est gagnant. Et cette approche-là peut être aussi utilisée pour assister un de nos métiers qui est au cœur de ce qu'on fait, les concepteurs de jeux. Les règles de jeu complexes peuvent entraîner la création de failles. Par exemple, imaginez qu'un enchaînement précis dans une situation précise crée une condition gagnante à tout coup. Utiliser ce qu'on appelle des bots, c'est-à-dire des robots dans les jeux, peut permettre de tester toutes ces combinaisons. Ces bots explorent toutes les combinaisons pour tester les failles dans des architectures complexes. Maintenant, si j'extrapole ça à des programmes en ligne, ces programmes en ligne évoluent. Lorsqu'on rajoute du nouveau contenu, on doit s'assurer de deux choses. D'abord, s'assurer que ça fonctionne, mais aussi qu'on n'a pas brisé des fonctionnalités déjà existantes. Ce ne sont que quelques exemples. Il y a un défi technique, mais beaucoup plus important, il y a un énorme défi de changement, et pour tous nos métiers. La question qu'on doit se poser maintenant, c'est la vitesse de ce changement, et en particulier, à quel point ces technologies sont matures. Il y a de nombreuses avancées qui surviennent dans les milieux académiques et qui sont spectaculaires, mais qui ne sont pas suffisamment robustes ou utiles pour se transformer réellement en outils productifs. Les animations, pour nous, c'est un bon exemple. La plupart fonctionnent très bien dans un contexte très précis, mais demeurent fragiles quand on veut les utiliser en temps réel. Un autre exemple qui vise ici à simuler un joueur, voire abattre des joueurs professionnels, comme Deep Blue l'a fait avec Kasparov. Est-ce que c'est robuste? Est-ce que c'est amusant? Non. Car simuler la créativité d'un vrai humain, d'un vrai joueur, c'est un énorme défi pas encore résolu. On voit, il y a encore beaucoup de travail. Mais par contre, ça va aussi beaucoup plus vite que même les experts l'anticipent. Ceci est extrait d'une publication de 2016. On a demandé à des centaines d'experts en machine learning quand, selon eux, l'IA serait capable de remplacer un humain pour un certain nombre de tâches que vous voyez ici en ordonnée. En particulier, les plus optimistes de ces experts pensaient que le jeu de Go serait résolu en 12 ans, avec une médiane à 16 ans. On est en 2016. Ils voyaient ça résolu en 2028 au plus tôt. Ça a été résolu en 2017. Génération de contenu. Ça, c'est des images générées par un ordinateur. Aucun de ces visages n'existe. Vous pouvez le voir, les résultats étaient assez inexploitables il y a peu de temps. Maintenant, ils le sont. Et ils le sont de manière exponentielle. Aucun de ces visages n'est réel. Aucun n'a nécessité le talent d'un artiste ou d'un photographe. Et en 2018, on a vu émerger autre chose. On a vu émerger
des vidéos. We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. So, for instance, they could have me say things like, I don't know, Killmonger was right, or Ben Carson is in the sunken place, or, how about this, simply, President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Tous ces exemples sont impressionnants, mais sont-ils transférables à l'industrie du jeu ? As you can see in other fields of application, these techniques yield impressive results. Ça a du mal à démarrer. As you can see in other fields of application, these techniques yield impressive results. It's far from being perfect and does not work in all situations or in real time, but this is where we are now. Given the present pace of academic research, I'm positive that next year I should be able to interact more naturally and convey more emotions. Si j'extrapole un petit peu à notre réalité de jeux vidéo, voici ce qu'on anticipe pour la création des personnages virtuels. C'est rapide. 3 ans, ça représente à peu près l'ordre de grandeur de développement d'un jeu à grand déploiement, comme ceux que Ubisoft fait. Est-ce qu'on peut accélérer notre capacité d'innovation dans ce domaine tout en faisant des jeux en même temps ? La disruption, ça représente la capacité de remettre à plat toutes les règles établies. Ça se traduit souvent par l'arrivée de nouveaux acteurs dans une industrie. Pensez Nokia versus iPhone il y a 12 ans. Ça représente souvent moins un défi technologique qu'un défi de transformation pour faire évoluer des manières de faire et inventer de nouvelles opportunités. C'est pour ça que le sujet prend autant de place en dehors des métiers techniques. C'est une question d'organisation, de société, mais aussi d'éthique. Quelle est notre place dans le monde de demain ? Comment nous préparer à ces changements inexorables et mondiaux ? Comment préparer nos équipes et les plus démunis ? Chaque technologie, processus ou organisation a un cycle de vie. D'abord, il faut du temps pour produire des résultats convaincants. Ensuite, quand on est dans la courbe du S, la plupart des problèmes sont résolus et la recette est améliorée dans le temps avant d'arriver à un plateau. Ensuite, une nouvelle technologie émerge, comme l'apprentissage profond. Il est important de comprendre qu'aujourd'hui, ça produit des résultats qui sont globalement moins performants que nos méthodes éprouvées. Combien de temps ça va prendre pour offrir un résultat qui sera au moins comparable ? On pense que ça prend 2 ou 3 ans. Comment explorer cette zone ? Quels sont les incitatifs qu'on peut trouver au moment où on a des recettes qui fonctionnent bien ? On ne peut pas piloter et construire un avion en même temps. La nature du machine learning apporte des défis inhabituels. D'abord, ça va très vite. La plupart des processus et opérations freinent nos capacités d'innovation. Ça nécessite des données, une expertise, mais aussi une application réellement utile. Et peu d'organisations ont les 3. Il y a des résultats intéressants qui émergent, mais souvent à un niveau académique. Et ces avancées grandissent dans une culture d'ouverture, de publication, qui vont à l'encontre de beaucoup d'habitudes industrielles. Ces résultats vont à l'encontre de nombreuses régulations, ou au moins nécessitent d'en créer de nouvelles. Même chez nous, ça amène des questions importantes. Qui est le créateur du contenu généré ? À qui appartiennent les données ? Quelles sont les limites d'utilisation de ces données, comme par exemple pour les empreintes vocales ? Puisque j'ai mentionné que ça va vite. Depuis que j'ai commencé cette conf, je suis à peu près sûr qu'il y a une nouvelle démo qui est arrivée sur Internet et qui est utile pour nous. Comment est-ce qu'on peut adresser ces défis ? Je n'ai pas la prétention de présenter une solution unique, mais je vais présenter l'approche qu'on a prise chez Ubisoft, et peut-être que là-dedans, il y a certains éléments qui pourraient être utiles dans votre propre contexte.
Voici le genre de jeu en monde ouvert que nous créons chez Ubisoft. Nous offrons aux joueurs des interactions riches. Tout ceci nécessite énormément de données, des textures, des animations, des modèles en 3D, mais aussi une intelligence artificielle pour contrôler le comportement de chaque composante de ces écosystèmes. Et ces simulations offrent des défis techniques et scientifiques passionnants, mais aussi les matériaux pour les adresser. On a identifié 2 atouts. Hop. Petit bug. Techniquement, ça s'appelle un bug. Je vais relancer. Ah d'accord. Ouh là là. Donc, ça s'appelle un gros bug. Techniquement, on a trouvé 2 atouts. On a d'abord nos engins de jeu qui nous permettent d'être des simulations du monde réel et qui donc permettent d'entraîner ou de tester des intelligences artificielles avant de les exposer dans le monde. Mais aussi énormément de données. Ça, c'est pour ceux qui sont arrivés en retard. Si, on sait qu'il y en a. Donc on utilise ces assets-là pour pouvoir régler ces défis. Par contre, on n'a pas réglé la question académique. C'est bien beau d'avoir ces assets-là. Comment est-ce qu'on fait pour en faire quelque chose qui soit utile? Et c'est là qu'on y arrive. Quand il fait ça, il n'est pas content, généralement. Ah, il n'est vraiment pas content, là. Hop. Il l'a ici. Je sais pas. Voilà. Wow. Qui a dit que la technologie réglait tout et était parfaite?
Un autre exemple aussi qui me vient en tête, la capture de mouvement. La capture de mouvement, c'est une technologie du milieu médical qui a ensuite été utilisée dans le jeu vidéo pour créer des animations. Dans le jeu vidéo, étant donné la quantité de données qu'on a à gérer, on a créé par exemple des moteurs de recherche au niveau des animations. Mais qu'est-ce que ça veut dire un moteur de recherche? Ça veut dire que vous montrez une animation au moteur de recherche et celui-ci trouve toutes les animations qui ressemblent à cette animation précise. Donc maintenant, cas d'utilisation, imaginez que vous capturez la démarche de quelqu'un qui s'est blessé le genou à partir d'un système de capture de mouvement. En temps réel, vous êtes capable de le comparer à une énorme base de données de mouvements similaires et d'être capable de voir dans tel cas quelle a été la thérapie qui a été appliquée, par exemple. Je reviens à la présentation. Comment est-ce qu'on fait justement pour intégrer ces nouvelles manières de faire? Ça, c'est le chemin de l'innovation et ça, c'est une échelle d'amour. Le milieu académique met beaucoup d'amour sur la partie gauche de l'innovation. Et c'est normal. Un bon chercheur, c'est quelqu'un qui publie beaucoup et des publications de qualité. Chez Ubisoft, nous travaillons à créer des expériences uniques et étonnantes. Et quand on essaye de collaborer sur des sujets académiques comme le deep learning, il y a au milieu le gouffre des idées perdues. On utilise les mêmes mots, ça ne veut pas dire la même chose. Il y a 3 ans, Ubisoft a décidé de combler ce gouffre. Ubisoft La Forge, c'est quoi? C'est un lieu ouvert où on met ensemble des gens d'Ubisoft, des chercheurs pour travailler ensemble sur des prototypes qui servent l'intérêt de chacun. Permettent de créer de meilleurs jeux pour nous, tout en créant de nouvelles pratiques ou de la connaissance publique. Les chercheurs qui sont à La Forge ont accès aux mêmes choses que nos employés. Nos données, nos experts, nos technologies, nos infrastructures. J'ai quelques exemples pour finir de ces prototypes qu'on a créés à La Forge. Tous les exemples précédents, c'est des prototypes tout nouveaux qui ne sont pas encore dans des jeux. Là, je vais vous montrer des exemples concrets qui ont fini dans un jeu et on a réussi à transformer à la fois la qualité du jeu et la qualité des métiers. Ça, c'est un prototype qui utilise le personnage d'Assassin's Creed Origins, qui est sorti il y a 2 ans. Contrairement aux autres exemples que je vous ai montrés, ça utilise des vraies voix d'acteurs. Le défi était de changer l'animation des lèvres dans toutes les langues. Et ça fonctionne aussi pour des hurlements ou ce qu'on appelle des barks. Perché perdo tempo con la politica? Je dis mot, chef. Tyrannen allesamt. Suguda! Ittaturio! Carabliptali miei, idot! Parece que esse seu romano Necesitará protección al fin y al cabo. ¡Ah, la, la, la! L'équipe d'Assassin's Creed Odyssey a décidé quelques mois avant la sortie du jeu d'utiliser cette technologie pour l'intégrer pour toutes les langues localisées. Ça a permis des économies importantes et ça a augmenté la qualité du doublage. Voici un exemple directement dans le jeu. Cassandra, sei tu? Febe, Avevi promesso che ti avrei rivisto ed eccoti qua. ti avevo anche detto di stare lontana dai guai. L'ho fatto. Beh, ci ho provato. Come hai fatto ad arrivare qui, Febe? Beh, ho fatto un po' di dracme lavorando per Marco. Hai pagato qualcuno perché ti portassi ad Atene. Ça, je vais le passer rapidement. Imagine collaborating with thousands of people in teams from all over the world, creating an average of 1 million code files per game that end up in massive code and data repositories. Sound daunting? Well, this level of complexity is necessary in creating any AAA game. Bugs and regressions can cause a massive slowdown to this complex workflow, so eliminating them as fast as possible has become a critical activity. It often absorbs up to 70% of development costs. Now, imagine being able to predict and prevent bugs and regressions before they become a problem. Welcome to Commit Assistant. Using the latest machine learning and big data techniques, we can analyze all past bugs and regressions, and for each, deduce a unique signature. When new code contributions are presented to our Commit Assistant, if any signature matches, it focuses in and estimates that this piece of code contains a bug.
The commit assistant then raises an alarm, which is able to catch 6 bugs out of 10. There are still 30% of false alarms. However, as new bugs and regressions are added, our commit assistant creates new signatures, reinforcing our confidence in identifications while lowering the false alarm rate. The best part? Commit Assistant goes beyond simply exposing bugs. It applies reinforced learning techniques and extracts the most likely causes of a specific issue. Then suggests programmer fixes and improvements for a speedy resolution. Overall, we estimate this will free up to 20% of programmers' time, allowing them to concentrate less on fixing bugs and focus on more important tasks, like creating the next amazing game features. Ça, c'est un exemple qu'on a sorti l'année dernière. Le système a été implanté sur un jeu qui s'appelle Rainbow Six, et depuis un an, on est en train de le mettre sur toutes nos productions dans le monde. Et ce système est maintenant développé en collaboration avec une autre compagnie technologique qui s'appelle Mozilla, avec qui on travaille. Aucun argent n'est inclus dans le deal. On fait juste travailler ensemble pour améliorer les pratiques de programmation dans le monde. Hi, everyone. Rich interactions in believable virtual worlds require a huge diversity of characters and dialogues. Planning and maintaining all interactions in advance becomes daunting. Creating characters who can automatically react to a situation is key, and the system of dialogue is a first step. Today, my underlying technology helps game developers, and soon it will face players. And with richer emotions, I might be useful in other areas. I'm already discussing with healthcare researchers to potentially help the treatment of people who have schizophrenia or anxiety. Voilà, c'était mon dernier exemple. Je pense qu'on n'a plus de temps. Je n'ai pas la prétention de vous dire ici que le jeu vidéo a des solutions pour d'autres domaines comme le milieu médical. J'ai la prétention de penser qu'on vit les mêmes problèmes. Et je pense qu'en mettant nos forces ensemble dans des domaines apparemment aussi différents que le divertissement et le domaine de la santé, on va trouver des solutions qui sont créatives et qui sont utiles à tout le monde. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions ? Oui, bonjour. Bonjour. Je me demandais si vous aviez déjà pensé à une possibilité d'application de ces techniques-là à l'amélioration de processus en milieu hospitalier ou encore à la gestion de crise. Non. Est-ce que vous en voyez des possibilités d'application? Aucune idée. Aucune idée, parce que je ne connais pas justement suffisamment quels sont les problèmes, quels sont les enjeux, quels sont les impacts, pour être capable d'avoir une opinion là-dessus. Mais est-ce que je pense que certaines technologies, par exemple, qui permettent, nous, de notre côté, à résoudre des problématiques de bugs, par exemple, est-ce que nos bugs à nous sont vos crises à vous? Je ne sais pas. Est-ce que nous, ce qu'on appelle le monitoring des services en ligne correspond au monitoring que vous faites de certaines crises? Peut-être. J'en sais pas assez. En fait, pour répondre à cette question, là, on rentre un peu dans ce qu'on appelle l'utilisation des jeux sérieux, avec des simulations de situations de crise, et dans lesquelles on peut analyser comment chaque individu ou chaque équipe peut, à l'intérieur du jeu, réagir et se former. Donc, on rentre dans l'aspect, ce qu'on disait tout à l'heure en termes de collaboration, formation des jeux vidéo. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'autres possibilités, mais la formation des jeux vidéo sérieux est quelque chose qui est de plus en plus développé à travers le monde. Bonjour. En fin d'année passée, NVIDIA avait présenté la première ville créée à partir d'une intelligence artificielle. Vous avez utilisé une sorte de voiture comme Google Maps. Est-ce que c'est quelque chose que chez Ubisoft vous réfléchissez pour, par exemple, après l'utiliser comme ville dans Driver ou un autre jeu de genre? C'est compliqué parce que ce n'est pas du tout les mêmes usages. Je vais prendre un exemple très concret. Quand on a créé Venise dans Assassin's Creed 2, on a recréé le Venise
tel que les gens l'imaginent, le voient, mais avec des proportions qui sont complètement différentes. Tout simplement parce que ça doit rester un jeu, ça doit rester le fun. Donc si on a l'impression de devoir passer un quart d'heure pour traverser la place Saint-Marc, comme on le ferait dans la place Saint-Marc, ça risque d'être un peu long pour un jeu. Donc on a changé les proportions tout en donnant l'impression qu'on est à Venise. Donc à quel point ces technologies-là qui capturent le monde pour l'appliquer directement sur du contenu s'appliquent, je ne suis pas certain. Par contre, capturer le monde pour ensuite accélérer le processus de création pour les parties qui seraient moins intéressantes, par exemple créer un building plus rapidement, etc. Oui, définitivement. On utilise beaucoup de technologies de génération procédurale pour faire ce genre de choses. Est-ce que ça répond ? Ah oui, oui, parfait. Et vous avez aussi parlé des enjeux juridiques qui vont être impactés par l'intelligence artificielle. Est-ce que chez Ubisoft, vous avez aussi une sorte de recherche et développement, mais du juridique ? Alors, j'utiliserai pas le terme juridique. En fait, les impacts qu'on voit sont des impacts de réglementation. Puis la réglementation, ça n'est pas qu'une question juridique. Il y a aussi une question de culture d'entreprise. Il y a aussi une question de règlement intérieur, par exemple, dans une entreprise. Certaines pratiques peuvent être juridiquement acceptables, mais pas du tout d'un point de vue interne, par exemple dans une entreprise, etc. Donc on utilise plutôt l'aspect de réglementation. Et puis oui, on réfléchit beaucoup à ce genre de choses. Comme on est pas mal avancé sur ces questions de technologie, de données, d'impact, de savoir où est-ce que c'est utile, où est-ce que ça ne l'est pas, on n'arrête pas de se poser des questions sur notre propre responsabilité. Aujourd'hui, quand moi, dans mes équipes, je crée un système qui permet de nettoyer les données d'animation automatiquement. En faisant ça, je suis en train de dire, je suis en train d'automatiser une job qui était faite par une dizaine de personnes chez Ubisoft. Quelle est ma responsabilité à ce moment-là ? Est-ce que ma responsabilité doit s'arrêter à non, mais moi j'ai fait mon boulot, la technologie est faite, si on n'a plus besoin d'eux, c'est pas ma faute? Ou au contraire, est-ce que ma responsabilité à moi implique de former ces gens à ces nouvelles technologies, d'utiliser leur savoir-faire dans le nettoyage de data pour être capable de le faire beaucoup plus rapidement et avec beaucoup plus de pertinence qu'une machine pourrait le faire? Je crois que ça, c'est ma responsabilité. Mais ce n'est pas une question juridique. Donc on se pose ces questions-là, on a un petit comité pour faire ce genre de choses et avoir toutes ces réflexions. Ok, merci beaucoup. Il y a peut-être un point qui est important dans cette collaboration que nous avons fait également, c'est aujourd'hui nous avons la possibilité de marier deux réalités. Mais ces deux réalités, la plupart du temps, se projettent dans le monde. Donc si prenons par exemple un de nos projets, Audace, qui est de la chirurgie esthétique avec des prothèses qui sont imprimées en 3D. Je ne vais pas détailler, parce que ce n'est pas moi qui suis en charge de ce projet, mais qui va ensuite tester différentes possibilités de reconstruction de la figure dans différents types de situations. Aujourd'hui, on a quelques situations qui sont relativement figées. Si on le met dans un jeu vidéo, et si on prend les différents avatars qui pourraient résulter de la chirurgie de reconstruction en utilisant plusieurs visages possibles pour la personne qui est opérée et qui va avoir la reconstruction, on va peut-être pouvoir améliorer son acceptabilité de ce nouveau visage, sa réinsertion sociale, familiale, professionnelle, etc. Donc c'est un genre de collaboration que nous pouvons faire parce que la puissance que nous apporte Ubisoft avec ces environnements qu'il crée, avec l'intelligence artificielle, vont nous permettre de nous projeter dans des environnements de plus en plus réels. Vous avez vu tout à l'heure, c'était le vrai, Obama ou pas? Ah, c'est le vrai. Ah ben écoute, incroyable. C'est pas nous qui l'avons fait. Hein. Je l'ai pris justement pour l'exemple, mais c'est pas nous qui l'avons fait. Mais je veux dire, on va pouvoir approcher de plus en plus une vision de transfert à travers l'avatar de plus en plus réaliste avec les jeux dans lesquels on travaille. Il y a aussi tout l'apprentissage, parce que tout à l'heure, on parlait de la gestion de crise. Par exemple, comment une équipe réagit à une crise quelconque. Dans le jeu, par rapport à la simulation simple, c'est qu'on peut, au fur et à mesure, capitaliser sur ce que chacun des joueurs
à apporter, soit seul, soit en équipe, et complexifier au fur et à mesure ou faire avancer au fur et à mesure ce que nous avons dans la crise. Donc les premières réactions de la crise, etc., qui sont peut-être ce que humainement on va mettre, avec l'intelligence artificielle, en jouant de plus en plus souvent, on va transformer nos scénarios et aller encore plus loin. Donc vous voyez, pédagogie, vous voyez dans l'utilisation pour les avatars et l'environnement, ou tout à l'heure dans la marche, avec les possibilités de dire, peut-être pas trop le résultat, mais si par exemple on fait tel type d'intervention, voilà ce que ça va donner. Si on fait tel autre type d'intervention, voilà ce que ça va donner. Qu'est-ce que vous voulez comme marche après? Et effectivement, là, nous sommes dans une collaboration entre la recherche et le jeu vidéo. Et c'est là où la forge, si j'ai bien compris, parce que la forge, c'est un peu un concept, mais c'est là où il va y avoir un lien entre les chercheurs et les développeurs de jeux, puis c'est là-dessus qu'on a été intéressé de travailler avec Ubisoft. Est-ce que tu as des questions de Facebook? Puis s'il y en a d'autres dans la salle? Bon, ça avait déjà été abordé un peu, mais est-ce que Ubisoft, alors la question de Hajar, Ubisoft va rentrer dans le processus de gamification de la santé? Alors, grande question, il faudrait définir ce que c'est que la gamification de la santé et d'abord à quel niveau ça se fait. Est-ce qu'Ubisoft va le faire peut-être au travers de certaines collaborations de recherche à la Forge, si on trouve des problèmes communs qu'on a dans nos jeux, que vous avez dans le système de santé, et puis où chacun arrive avec ses expertises pour résoudre ce problème-là à des usages différents, je ne doute pas qu'on va participer à ça. Le plus difficile, en fait, c'est d'apprendre à se connaître et puis d'essayer de trouver dans nos réalités qui sont différentes, quels sont les problèmes que nous avons réellement en commun, pour lesquels nous allons être réellement tous motivés à le régler ensemble au bénéfice de tout le monde. Merci. Puis il ne faut pas oublier dans tes deux courbes de l'amour, je ne sais plus où on va se mettre là, entre l'amour des chercheurs, l'amour des joueurs, et il y a quand même aussi un problème d'acceptabilité sociale. Et peut-être que les jeux vidéo vont nous permettre de faciliter cette acceptabilité sociale de l'intelligence artificielle. Pas d'autres questions? Alors, merci à notre conférencier. Et bravo. Merci beaucoup. Merci. Une petite note, le 23 avril sera le prochain Miam, mais ce ne sera pas pendant l'heure du midi, ça sera avec une formule de 5 à 7, avec un invité très spécial. Je n'ai pas le droit de vous dire c'est qui pour l'instant, mais regardez vos courriels et ça sera disponible en primaire.